Bonjour et bienvenue donc pour ce 6e webinaire qui entre dans le cadre d'une formation en ligne qui a été réalisée pour le projet NESE. Le projet NESE, donc c'est le projet européen portant sur les hôtels presque zéro énergie. C'est un projet qui a été cofinancé par le programme Énergie intelligente pour l'Europe de l'Union européenne et qui est géré, donc qui est implémenté dans 7 pays européens dont la France et qui est géré donc au niveau français par l'association Énergie 2050 dont je fais partie. C'est une association qui intervient principalement sur les thématiques de changement climatique, de lutte contre le changement climatique, de transition énergétique et de développement durable. Donc on a déjà eu 5 webinaires, donc celui-là c'est le 6e, il y en aura un 7e. Dans les précédents webinaires, on a déjà vu un peu le cadre, les objectifs du projet, le cadre législatif, un certain nombre de choses sur le financement, etc. Dans ce webinaire, on va se concentrer en particulier sur les mesures d'efficacité énergétique. Alors évidemment, le but ce sera de vous présenter assez rapidement, de façon assez succincte, le panel de solutions qui s'offrent aux hôtels pour améliorer l'efficacité énergétique de l'hôtel. Et il faut savoir que le support de formation qui est utilisé est à disposition, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous demander en fait ce support de formation, on vous l'enverra avec plaisir, il sera disponible également en ligne. Là, l'objectif est vraiment de présenter le panel et ensuite vous aurez l'occasion d'approfondir ces différentes mesures à titre individuel ou dans le cadre de votre activité, au cas où vous auriez besoin de mettre en œuvre des mesures d'efficacité énergétique. Alors, premièrement, quand on étudie les technologies d'économie d'énergie, on va se porter sur tout ce qui est gestion de l'énergie. En fait, avant même d'investir dans l'efficacité énergétique des équipements ou dans le bâti, on va regarder d'abord comment est gérée l'énergie au niveau du bâtiment, au niveau de l'hôtel. Cette gestion énergétique, c'est une thématique assez centrale au niveau des hôtels puisque la consommation énergétique, elle dépend de beaucoup de choses, notamment du comportement des clients, mais également des habitudes et des méthodes de travail des employés. Donc la gestion de l'énergie, souvent on va avoir un levier d'action, des gisements qui sont assez importants en termes d'économie d'énergie, uniquement en influant sur la manière dont l'énergie est gérée dans le bâtiment. Par gestion de l'énergie, on va commencer par avoir une meilleure surveillance de la consommation énergétique. L'objectif, ça va être de s'informer sur l'utilisation de l'énergie dans l'hôtel. Donc, en s'informant déjà, on se sensibilise à l'utilisation énergétique. Ça permet de voir s'il y a des problèmes, des changements anormaux dans la consommation d'énergie. Par exemple, si vous voyez un pic de consommation à une période où l'hôtel est censé être en période creuse, vous allez tenter d'identifier le problème. Identifier les opportunités d'efficacité énergétique, vérifier l'efficacité des mesures de conservation qui ont été mises en œuvre et déterminer la consommation d'énergie de différentes zones. Les sous-compteurs, ces sous-compteurs vous aideront également à mieux suivre la consommation énergétique. Les sous-compteurs, c'est un coût d'environ 40 à 50 euros, plus le coût d'installation, et c'est un retour d'investissement qui est en général inférieur à 1 an, parce que comme ça, vous pouvez repérer assez rapidement les problèmes, surveiller l'équipement des circuits qui sont câblés, des moniteurs d'énergie. Voilà, ça vous permet vraiment de monitorer votre énergie et d'avoir une vision assez globale sur ce qui se passe dans votre bâtiment. Les mesures correctives résultant de la surveillance de l'énergie, elles peuvent conduire jusqu'à 8 à 10% d'économie d'énergie. C'est-à-dire que vous avez 8 à 10% sans investissement qui peuvent être faits juste en appliquant des mesures correctives qui sont liées uniquement à la consommation d'énergie. Et ces mesures correctives, vous avez pu les appliquer uniquement parce que vous aviez mis en place des mesures de surveillance. Un autre système au-delà de la surveillance, c'est que vous pouvez mettre en place des systèmes automatisés qu'on appelle système de gestion énergétique des bâtiments ou gestion technique du bâtiment, donc la GTB. C'est composé, en fait, la GTB, c'est composé de logiciels et sa fonction principale, c'est de contrôler les systèmes d'ingénierie et d'énergie d'un hôtel. Donc, ça peut comprendre tous les systèmes de chauffage, de refroidissement, ventilation, l'éclairage, la lutte contre l'incendie également, tout ce qui est approvisionnement en eau, les températures de consigne, etc. Donc, cette GTB, en fait, ça intègre tous ces systèmes sophistiqués et ça permet la collecte de données, de contrôler plus facilement ces systèmes que si tout est fait manuellement. Les objectifs, donc déjà, c'est d'assurer un climat intérieur sain et agréable, la bonne température, voilà, tout ce qui est également recyclage de l'air, etc. Tout ça, c'est automatisé.
Assurer la sécurité de l'utilisateur et du propriétaire, on a parlé déjà de lutte contre l'incendie, etc. Donc faire un meilleur contrôle de la sécurité environnement de l'hôtel. Et assurer un fonctionnement économique de l'immeuble en termes énergétiques, c'est-à-dire que ça permet de déceler plus facilement déjà les problèmes et de les régler plus facilement puisqu'on a un système automatisé. Donc on va automatiser le système pour que le système fonctionne de la manière dont on veut qu'il fonctionne, qui élimine tous les gaspillages et les usages énergétiques qui sont, disons, non voulus ou qui sont des utilisations et des usages énergétiques liés à une mauvaise gestion du bâtiment, qui est souvent le cas dans le cadre d'une gestion purement manuelle. Donc comment ça fonctionne? C'est principalement un système de contrôle qui peut être considéré en fait comme un cerveau de votre construction. Donc c'est lui qui va réfléchir à comment votre hôtel va être géré notamment au niveau énergétique. Et les mesures d'énergie existantes peuvent être connectées à la GTB pour permettre la collecte de données automatisée. Donc la GTB vous facilitera également la mise en œuvre de mesures d'efficacité dans le futur. Cette technologie est devenue de plus en plus abordable, notamment avec l'amélioration de toutes les technologies de l'information et de la communication, et les économies d'énergie, elles sont estimées entre 5 et 40%. Ça, c'était une estimation qui avait été donnée lors du 4e rapport du GIEC, du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Par contre, évidemment, quand vous avez une GTB, c'est à vous de le programmer, donc son efficacité dépendra évidemment de la façon dont vous l'avez programmé. Voilà, donc là ça vous donne, sans entrer dans le détail, ça vous donne certains des paramètres qui sont contrôlés par la GTB. Le fonctionnement des circuits d'éclairage, détecte rapidement les problèmes dans le fonctionnement des systèmes de chauffage, ventilation, climatisation, surveille en permanence l'utilisation de l'eau, etc. Donc ça régule en fait toutes vos consommations et ça fait un suivi de toutes vos consommations et ça permet de dire très rapidement s'il y a un problème et de le régler assez facilement grâce à la gestion automatisée. Là, vous avez un exemple. Encore une fois, ce support de formation sera disponible, donc je vous le décris pas, mais voilà, c'est un exemple de gestion technique du bâtiment intégré où vous avez un peu tous ces paramètres qui sont gérés. Voilà, donc là également décrit le fonctionnement d'une GTB. L'élément positif, c'est évidemment l'efficacité énergétique, l'amélioration des conditions environnementales, donc du confort. Une utilisation plus efficace du personnel, parce que comme ça, le personnel, tout est automatisé, le personnel peut se concentrer sur d'autres tâches. Meilleure prise en compte des risques de feu, évidemment. L'amélioration des normes de fonctionnement et l'amélioration de la gestion du bâtiment. Les moins, c'est les coûts initiaux plus élevés pour la conception et l'installation de la GTB, même si souvent, il y a un temps de retour qui peut être un peu élevé, parfois supérieur à 10-15 ans, mais avec des bénéfices sur toute la durée de vie du bâtiment. Les coûts d'exploitation d'entretien et également ça nécessite un engagement des utilisateurs à maintenir l'efficacité de la GTB en la programmant, voilà, en maintenant un contrôle assez suivi de la GTB. La norme ISO 50001 qui alors ça c'est une norme, c'est une démarche environnementale qui s'inscrit dans une structure d'amélioration continue, politique énergétique, planning, mise en œuvre et fonctionnement, vérification. Donc voilà, ça fait partie des choses qui peuvent être suivies par un hôtel, c'est s'inscrit dans cette démarche d'ISO 50001 pour une amélioration continue de la performance énergétique. Donc voilà, vous avez les différents paramètres de cette certification. Là encore ISO 50001, examen de l'énergie, portrait énergétique, plan d'action. Voilà, donc toutes les utilisations sont un peu comprises. Donc le chauffage, climatisation, ventilation, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la cuisson, la mobilité et d'autres. Et ça permet voilà, de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue avec une vérification derrière, une mise en œuvre et fonctionnement que permet cette certification ISO 50001. D'autres techniques, donc là on est porté sur la gestion énergétique. Maintenant on va aller sur un deuxième volet. Donc comme vous voyez on va assez vite, mais comme je vous l'ai dit, le support
est présent et facilement accessible, et l'objectif c'est vraiment de présenter le panel pour qu'après chacun puisse plonger comme il le souhaite dans les mesures qui l'intéressent. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est réduire la demande de chauffage et de refroidissement, sachant que la demande de chauffage, refroidissement avec l'équipe climatisation, c'est souvent un des principaux vecteurs de consommation énergétique, notamment dans les hôtels. Quel type de technologie on va évoquer pour réduire la consommation de chauffage et de refroidissement? On a déjà le changement des fenêtres, on va parler de double vitrage, triple vitrage, des fenêtres performantes avec cadre en aluminium, etc. Isolation des bâtiments, isolation extérieure, intérieure. Donc là, on touche au bâti. Prévention de taux élevés de renouvellement d'air non nécessaire, c'est quand vous avez un bâtiment qui est mal, non pas isolé, mais qui a des fuites d'air importantes. On a des fuites, on a des déperditions thermiques qui sont importantes. Donc on va essayer de réduire en fait ce renouvellement d'air qui n'est pas nécessaire, sachant qu'il y a toujours un renouvellement d'air qui est nécessaire, lié pour contrôler la condensation et lié aux facteurs santé, c'est-à-dire au renouvellement de l'air dans les espaces intérieurs pour des raisons de confort. L'installation de dispositifs de protection solaire, ça peut être des rideaux, une casquette solaire, etc. Et le travail extérieur pour améliorer le confort d'été, qui est quelque chose qu'on doit considérer également, qui permet de refroidir un peu les espaces. Alors très rapidement, parce que évidemment c'est quelque chose qui peut être vraiment approfondi, qui est approfondi dans le support de formation qu'on met à votre disposition, mais là c'est juste pour certaines recommandations pour les changements de fenêtres. Faut savoir que les économies d'énergie thermique peuvent aller jusqu'à 40%, mais que le coût d'investissement pour le changement de fenêtre en général il est élevé. Vous avez différents types de verres, vous avez triple vitrage, vous avez différents types de cadres qui peuvent et que en général dans un audit ça fait partie des choses qu'on va regarder, et le remplacement des fenêtres ça fait partie des mesures qui doivent être considérées, sachant que ça améliore également le confort des occupants. Concernant l'isolation, donc on voit ce qui va être fait, c'est que déjà on va faire une évaluation des déperditions thermiques dans le bâtiment. Donc là, vous avez un exemple. C'est pas toujours des valeurs qui sont valables, c'est juste un exemple. Donc là, on voit que par les fenêtres, on a 26% de déperdition. Les fenêtres ont généralement des coefficients de transmission thermique de valeur U plus élevés, donc il y a plus de déperdition thermique. Mais là, vous voyez, par le toit également 22%. Donc on peut dans ces cas-là envisager une isolation au niveau des toits, au niveau des murs éventuellement, avec différents types de matériaux, que ce soit matelas ou en rouleau, que ce soit isolation en vrac, soufflé, en bloc de béton, en feuille ou en panneau origine. Vous avez tout un tas de types d'isolation maintenant avec des matériaux aussi naturels que vous pouvez appliquer sur votre bâtiment. La meilleure solution étant de consulter un expert pour savoir quel type d'isolation serait le plus applicable par rapport à la situation de votre hôtel et de votre bâtiment. Prévention des taux élevés de renouvellement d'air nécessaires. Ça participe, l'infiltration d'air en fait, ça peut participer dans une certaine mesure à maintenir le confort dans le bâtiment, puisque ça participe au renouvellement d'air. Mais quand il y a trop en fait d'air qui rentre, dans ces cas-là, on peut aussi avoir des déperditions thermiques, on peut aussi avoir une perte de confort parce qu'il y a trop d'air qui rentre. Donc ça, il faut, non pas seulement d'un point de vue énergétique, mais également d'un point de vue économique, mais de confort, il faut vérifier si vous n'avez pas des pertes d'air trop élevées. Donc en faisant ça avec un bâtiment qu'on parle, on va dire un bâtiment serré, vous améliorez le confort, vous réduisez les courants d'air, le bruit, l'humidité, vous améliorez la qualité de l'air intérieur, puisque quand on parle de renouvellement d'air, évidemment, si à l'extérieur vous avez de la poussière, du pollen, tous les gaz, notamment si vous êtes en ville, ou des insectes, même si vous êtes dans la campagne, c'est pas très agréable de les retrouver dans vos espaces intérieurs. Et réduction des coûts. Alors réduit l'échappement de l'air conditionné et réduit l'échappement de l'air chauffé également. Ça réduit les déperditions thermiques. Voilà, là je vous présente un peu les chemins de fuite d'air les plus courants. Donc, vous pouvez regarder, c'est les cheminées, c'est les interstices, c'est les ventilateurs, les vides autour des tuyaux, voilà, les ponts thermiques, etc. L'installation de protection solaire. Alors, l'installation de protection solaire, ça peut être une casquette solaire, ça peut être des débords de toit, ça peut être des rideaux, ça peut être des volets, ça peut être ce que vous voulez.
On va faire ça en fonction voilà, des apports solaires et de la position du soleil. C'est-à-dire en été, on va chercher à limiter les apports solaires. Donc là vous avez un exemple, mais là c'est évidemment pour un bâtiment qui se situe en latitude assez élevée, où vous avez pendant l'été, vous allez avoir le soleil qui va passer assez au-dessus du bâtiment. Donc vous avez un débord de toit qui vous permet de couvrir et de vous protéger des apports solaires trop élevés. Et en été et en hiver, ça laisse quand même passer le soleil quand vous avez besoin de réchauffer votre bâtiment puisque l'air extérieur est froid. Donc voilà, vous pouvez installer tout type de protection. Les critères de sélection, c'est l'exposition de la pièce, évidemment, sud, nord, est, ouest, etc. en fonction du passage du soleil. Le type de fenêtre, parce que si vous avez déjà une fenêtre qui est tamisée, bon, c'est peut-être pas nécessaire. C'est un investissement qui sera peut-être pas rentable. Compatibilité avec la ventilation de l'été. Couleur de l'appareil de protection solaire. Sachant que les couleurs plus claires réfléchissent plus de lumière et absorbent moins la chaleur que les couleurs sombres. Durabilité, comment vous allez pouvoir l'entretenir, résistance, etc. et facilité d'utilisation, évidemment. Tout ça, c'est des critères à prendre en compte, mais voilà. La couverture au sol du sol de l'espace autour de l'hôtel, ça, c'est vous allez influer en fait sur les espaces qui sont autour de l'hôtel pour voilà, jouer sur le confort thermique, jouer sur le confort visuel, jouer sur le confort tout court. Parce que les espaces autour de votre hôtel, ils influencent notamment le rayonnement thermique et la réflexion sur les fenêtres et les murs, donc vous pouvez jouer sur ça, confort visuel, confort thermique. Le mieux, c'est de choisir la couverture qui minimise la réflexion du sol et maintenir le sol de surface plus frais, empêchant ainsi le rayonnement secondaire. Donc ça permet d'avoir un meilleur confort. Sur le côté sud de l'hôtel, vous pouvez utiliser uniquement un pavage perméable au béton de couleur claire perméable et utiliser des buissons et des plantes pour ombrager les chaussées. Voilà, tout ça c'est des petits conseils qui vous permettent d'améliorer en fait le confort non pas seulement des espaces extérieurs mais également du bâtiment. Vous pouvez également mettre de la végétation en tant que protection solaire. Ça peut également réduire les apports thermiques ou alors choisir par exemple des buissons qui l'hiver laisseront passer le soleil quand vous aurez besoin de plus de chaleur. Voilà, donc ça c'était vraiment une revue. Évidemment, c'est dans le cadre d'un webinaire, c'est difficile d'aller plus loin, mais c'était une revue des différents types de mesures d'efficacité énergétique qui peuvent être prises en compte pour réduire vos consommations de chauffage et de climatisation. Maintenant, si on se penche un peu sur l'efficacité de l'équipement, c'est-à-dire entre guillemets l'efficacité énergétique des équipements. Dans l'efficacité énergétique des équipements, qu'est-ce qu'on va avoir? On peut avoir des ampoules à économie d'énergie, donc là c'est sur l'éclairage. Classe de rendement énergétique des appareils électriques, donc c'est sur tous les appareils. Moteur éco-énergétique dans les applications CVC, donc ça c'est pour le chauffage, ventilation, climatisation. Donc vous voyez, ça s'applique un peu à tout. Les chaudières au rendement, les solutions efficaces pour le refroidissement actif de l'espace, les chauffages et refroidissement des surfaces ou des structures des bâtiments, système de ventilation efficace, aérateur d'économie d'eau, et système combiné de chaleur et d'électricité, les fameux cogénérateurs. Alors, voilà, donc c'est différent, donc comme je vous l'ai dit, c'est l'efficacité énergétique, ça s'applique un peu à tous les usages énergétiques du bâtiment. Vous avez par exemple les lampes fluo compactes qui ont un tour d'investissement de 1 à 3 ans et qui utilisent environ 75 à 80% moins d'électricité et dit entre 8 et 15 fois plus longtemps qu'une lampe à incandescence. Donc finalement vous aurez un petit investissement au départ qui sera plus élevé, mais l'investissement sera rentabilisé de 1 à 3 ans. Ça semble rien quand on parle d'une seule ampoule, mais en général dans un hôtel il y a pas mal d'éclairage. Donc si vous appliquez ça à tout l'hôtel, au bout de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, les gains ils sont quand même sensibles. Notamment si dans l'audit énergétique ou dans votre gestion de l'énergie, vous voyez que vous avez une forte consommation en éclairage et que vous voyez que vous avez des lampes incandescentes. Voilà, ça peut être vraiment intéressant d'aller vers ce type de solution. Le rendement des appareils électriques, maintenant vous savez qu'on a une étiquette énergétique pour chacun des appareils électriques avec un retour sur investissement évidemment. Plus l'appareil va être efficace, plus en général il va être cher, mais le retour sur investissement il peut être de 1 à 8 ans. En général, ce genre d'appareil, ils sont censés vous durer un peu plus de 8 ans. Et vous avez des économies d'énergie qui peuvent aller jusqu'à 50% entre par exemple un A++ et un C. Voilà. Les avantages, moteur éco-énergétique dans les applications de chauffage, ventilation, climatisation.
Voilà, donc ça c'est dans vos appareils, ça permet d'avoir une réduction de la consommation dans vos appareils de chauffage, ventilation, climatisation. La régulation de l'ensemble du système peut être améliorée par la même. Les surcharges mécaniques et pics de pression sont évitées. Voilà. Après, ça peut permettre d'économiser jusqu'à 70% d'électricité par rapport au système qui s'éteint et qui s'allume on-off. Si vous avez un système de réglage des moteurs, voilà, par rapport à un système binaire où soit c'est allumé, soit c'est éteint. Et voilà. Donc ça c'est pour les variateurs de vitesse, mais évidemment vous pouvez avoir d'autres systèmes efficients sur le plan énergétique dans les CVC. Les chaudières à rendement. Voilà, donc pareil, hein, vous avez des chaudières qui sont classifiées selon une étiquette énergétique. Le label énergétique qui a été introduit par la directive européenne 92/42 CEE. Il est applicable aux chaudières à eau chaude alimentées en combustible liquide ou gazeux. Et voilà. Et conformément à cette directive, il faut que la chaudière ait 90 voire même 95% d'efficacité. Donc vous avez un certain nombre de choses quand vous achetez un appareil. Vous avez un certain nombre de données qui vous permettent de choisir au mieux votre appareil. Et ces données doivent être prises en considération. Parce que ça a un impact sur toute la durée de vie de l'appareil. Si vous l'achetez, c'est effectivement, vous aurez peut-être un investissement initial qui est un tout petit peu plus élevé, mais quand vous projetez dans le futur, et notamment sur très court terme, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 ans, vous aurez des économies qui vont être réalisées assez rapidement. Les systèmes de chaudière alternatives, vous pouvez avoir des systèmes de chaudière à l'énergie solaire, des chaudières à biomasse, etc. Donc, faut considérer un peu tous ces systèmes. Évidemment, là, le but, c'est pas de décrire tous les systèmes de chaudière qui existent, mais faut savoir qu'il y a différents types de systèmes et qui peuvent, en fonction de votre emplacement de l'hôtel et de la situation autour de votre hôtel, peuvent vous permettre de significativement économiser sur votre consommation énergétique. Les contrôles de la chaudière, donc évidemment il y a l'efficacité de la chaudière, mais il y a également les contrôles, programmateurs, thermostats, vannes motorisées, etc., qui vous permettent d'économiser pas mal sur votre consommation. Pareil de la même, système efficace pour le refroidissement et le chauffage, climatiseur et système de pompe à chaleur réversible. Voilà, tout ça c'est des systèmes qui sont disponibles et qu'il faut prendre en considération, soit au départ quand vous faites votre bâtiment, ou soit dans un processus de rénovation qui vous permettent d'économiser de façon significative sur votre consommation. Alors de manière générale, il faut avoir quand même une approche cycle de vie, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de remplacer un climatiseur si votre climatiseur a à peine 2 ans, de le remplacer tout de suite par un système plus efficace. Il faut quand même prendre en compte le cycle de vie. Donc si votre climatiseur il a encore une durée de vie de 20 ans puisqu'il est tout nouveau, et même s'il y a des modèles plus efficaces qui sortent sur le marché, c'est pas conseillé de le remplacer tous les 2 ans, parce que là vous avez un impact environnemental qui est encore plus fort, et même si vous économisez un peu sur l'énergie, vous n'avez pas le temps de rentabiliser tout ça si vous changez tous les 2-3 ans. Donc il faut peser le pour et le contre à chaque fois quand vous faites ce type d'investissement. Par contre, pour les nouveaux bâtiments, effectivement, ou dans le cas d'un remplacement qui de toute façon doit avoir lieu, allez toujours vers les systèmes les plus performants, même si c'est un investissement initial un peu plus élevé. Les systèmes individuels, voilà, donc ça vous présente un peu les principales solutions en termes de refroidissement, les systèmes autonomes, les systèmes séparés, etc. Il y a beaucoup de documentation qui sont sorties sur ce sujet et qui peuvent vous permettre de bien comprendre quel type de climatisation est le plus adapté à votre situation. Voilà, là c'est pareil, principale solution. Donc là je passe très vite parce que c'est des choses que vous pourrez regarder en fonction de votre situation et il y aura pas mal d'explications dans le support également. Et vous avez d'autres systèmes, vous avez des systèmes de ventilateurs de plafond. Donc il faut vraiment analyser, est-ce que vous avez besoin de climatisation, est-ce que vous n'avez pas surdimensionné votre climatisation par rapport aux besoins, et est-ce que vous pouvez pas utiliser une ventilation naturelle peut-être pour les soirées ou les nuits froides, les ventilateurs de plafond effectivement qui peuvent être utilisés comme une solution complémentaire. Donc ça c'est des solutions à considérer qui sont beaucoup moins énergivores. Alors, le chauffage et le refroidissement des surfaces et des structures des bâtiments. Vous pouvez utiliser tout à fait des chauffages électriques, hydrauliques
et à air. Voilà, vous avez un certain nombre, en fait, l'idée c'est que vous avez un certain nombre de systèmes de chauffage et de refroidissement, et certains seront peut-être plus adaptés et plus efficaces sur le plan énergétique pour votre bâtiment que d'autres. Donc je vous invite à regarder un peu tous les systèmes, il y en aura d'autres qui seront dans le support. Et l'idée, par exemple, vous avez cette idée de plancher radiant. Plancher radiant qui permet une meilleure répartition de la température dans la chambre. Donc, plancher radiant, c'est-à-dire que vous avez un radiateur qui est inclus au plancher, donc vous avez le chauffage qui vient du plancher, comme vous voyez là, à travers ces tuyaux. Donc c'est à travers le chauffage qu'on va chauffer la pièce, et donc vous avez une meilleure répartition que si vous revenez là. Vous voyez au niveau des radiateurs, vous avez une forte augmentation de la chaleur, mais plus vous approchez du sol, et plus la température diminuera. Vous avez des gradients de température, ce qui n'est pas forcément très agréable également en termes de confort. Voilà, donc là vous avez différents types de systèmes. Vous pouvez également avoir des plafonds. Dans ce cas, vous avez installé des systèmes de refroidissement ou de chauffage. Voilà, donc ça évidemment c'est plus facile à mettre en place dans des bâtiments neufs, mais ça peut également être fait dans le cas de rénovation, dans certains cas. Le système de chauffage rayonnant hydraulique intégré à la dalle d'un bâtiment, ce qu'on appelle la dalle active, donc ça c'est un peu sur le même principe comme vous voyez sur la photo à droite. Et ces systèmes ont un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. L'avantage c'est que ça se répartit sur une plus longue durée le besoin de refroidissement chauffage, les faibles coûts d'installation d'entretien, niveau de température favorable. Voilà. Après, il y a un certain nombre évidemment d'inconvénients. La lente réaction au changement de charge de l'espace intérieur-extérieur, c'est pas comme un système où vous allez avoir directement, vous allez pouvoir changer la température. C'est des systèmes qui ont une certaine inertie. Les risques de condensation dans un climat chaud et humide nécessitent une attention particulière. Voilà, il y a tout un tas de garde-fous qu'il faut bien considérer évidemment. La ventilation, donc on a parlé déjà de la ventilation. La ventilation, un peu, ce qu'il faut considérer, c'est qu'on peut faire une ventilation naturelle, une ventilation traversante, donc cross ventilation, traversante ou d'un côté, mais toujours en bénéficiant de l'air extérieur, ou en utilisant l'effet de cheminée, c'est-à-dire utiliser les différentiels de pression entre l'air chaud et l'air froid pour que l'air chaud s'évacue par un effet de cheminée vers le haut, puisque l'air chaud a tendance à remonter, et que l'air froid le remplace, donc ça fait une ventilation naturelle par effet de cheminée, sachant que l'effet de cheminée est en général moins puissant quand même que la ventilation traversante, mais vous pouvez tout à fait combiner les deux. Et ensuite vous pouvez l'associer avec une ventilation mécanique, différents types de ventilation mécanique, qui vous permettent de maintenir le confort à l'intérieur de votre bâtiment. Voilà. Donc ça aussi, c'est l'effet de tirage qu'il faut considérer. Ça, c'est des choses qu'il faut considérer également dans un bâtiment. C'est quel type de ventilation vous allez mettre en place. Est-ce que vous avez cette possibilité de ventilation naturelle et éventuellement aussi les conséquences. Quand vous mettez en place une ventilation naturelle, il y a aussi une conséquence. C'est peut-être vous êtes moins isolé du bruit. Vous avez peut-être plus de poussière, donc il faut également évaluer votre environnement extérieur. Mais ça peut entraîner des fortes réductions de vos consommations énergétiques si vous passez par une ventilation naturelle, par effet de tirage, donc par effet de cheminée, par ventilation traversante ou éventuellement le combiner avec une ventilation mécanique. Avec une ventilation mécanique, donc ventilation forcée, donc vous avez deux types de ventilation. Je vous laisse regarder. Système d'échappement et d'approvisionnement ou système d'alimentation et d'échappement. Voilà, donc à chaque fois vous avez deux types de systèmes qui peuvent être utilisés. En fonction en général de la situation de votre hôtel, vous choisirez lequel est le plus performant. Ensuite vous avez les récupérateurs d'énergie, donc l'échange de chaleur à plaque, l'air bout thermique, le système de bobine connectée qui vous permettent une nouvelle fois d'économiser l'énergie. Donc ces systèmes-là vous pouvez également considérer ces systèmes-là dans des mesures d'efficacité énergétique. Le système de ventilation hybride, donc ventilation naturelle plus autre système qui peut permettre d'avoir une ventilation optimale mais à moindre coût, c'est-à-dire vous utilisez quand même la ventilation naturelle mais combinée à un autre système pour mieux réguler l'ensemble. Donc les positifs d'un système de ventilation hybride, c'est l'économie évidemment et un meilleur contrôle de la température, et les négatifs c'est parfois
c'est des charges de chauffage et refroidissement élevées dans les concessions qui sont naturellement tout aussi inadaptées pour les climats extrêmes, mise en service compliquée, la récupération de chaleur est difficile, etc. Les aérateurs d'économie d'eau. Économie d'eau chaude, c'est économiser de l'énergie. Faut savoir que par exemple, quand vous prenez un bain, c'est... alors, j'ai plus le chiffre en tête, il me semble que c'est 5 fois ou quelque chose comme ça, plus d'énergie d'eau utilisée que pour une douche, mais c'est également 5 fois plus d'énergie. Donc quand vous consommez de l'eau, et notamment de l'eau chaude, c'est de l'énergie également que vous consommez, c'est pas uniquement de l'eau. Les aérateurs de robinet ils coûtent assez peu cher, 3 à 5 euros. Voilà, mais ils ont un retour sur investissement de 550%. Donc très clairement, c'est des choses qui sont rentables et qui sont faciles à mettre en place. Et vous avez des exemples là qui sont cités à droite pour un hôtel de 100 chambres. Voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut considérer parce que c'est des choses très simples qui ont des temps de retour sur investissement qui sont très courts. Et pour un hôtel qui a quand même une grosse consommation d'eau chaude, ça peut être intéressant d'aller vers ce type de solution. Ensuite, vous avez les systèmes de production type chaleur électricité, donc les cogénérateurs qui peuvent fonctionner avec différents types de carburants et qui vous permettent de produire à la fois de l'électricité et de la chaleur pour vos besoins, pour les besoins de votre hôtel ou les besoins domestiques, mais généralement là on va parler de l'hôtel. Donc voilà, c'est des choses aussi à considérer en fonction de la ressource également énergétique. Par exemple, si vous avez de la biomasse, de choses comme ça, ou des choses qui peuvent, ou du biogaz, ça peut être intéressant d'aller vers ce type d'installation. Voilà les principaux avantages. Donc je vous laisse regarder. Minimum de 10% d'économie de dioxyde de carbone pour un gaz naturel de bonne qualité. Voilà, puisque ça en plus ça permet de récupérer la chaleur habituellement perdue dans la production énergétique et de la réutiliser, donc c'est quelque chose d'assez bénéfique. Comme je vous le disais, ça peut être alimenté par du biocarburant, approvisionnement continu en électricité, possibilité d'exporter surplus d'électricité en cas de politique nationale favorable, ce qui est généralement le cas en France. Mais évidemment, il faut qu'il y ait des gros besoins qui soient associés à un cogénérateur. Il aura besoin de fonctionner à un minimum de 4 à 5 000 heures par an. Donc 60% de l'année pour être efficace, donc il faut quand même qu'il y ait des besoins en électricité et en chaleur qui soient assez conséquents. Ce qui peut être le cas dans un hôtel, notamment dans un hôtel qui est ouvert à l'année. Si votre hôtel est ouvert que 6 mois dans l'année, effectivement le cogénérateur ne sera pas forcément quelque chose de une solution qui sera forcément conseillée. L'efficacité du système. Donc par efficacité du système, qu'est-ce qu'on entend? Les systèmes de cartes à clé. Voilà, carte clé pour éteindre l'électricité. Voilà, c'est des systèmes qui sont maintenant visibles dans la plupart des hôtels où vous entrez dans la chambre, vous mettez votre carte pour avoir l'électricité. Les commandes d'éclairage, l'isolation thermique des chaudières des réservoirs, l'équilibrage des systèmes de chauffage, de refroidissement et d'air climatisé, la régulation du chauffage, de refroidissement des locaux, rafraîchissement libre et utiliser la chaleur par du refroidisseur. Donc, tout ça, ça fait partie des systèmes qui peuvent être mis en place. Par exemple, dans les hôtels, ceux qui ont installé les systèmes carte clé ont vu leur consommation d'électricité dans les chambres réduire de 20 à 30%. Donc forcément, si vous ne l'avez pas encore fait et si vous êtes un hôtel, c'est quelque chose qui est intéressant et qui permet justement de ne pas faire reposer sur le dos des clients la consommation énergétique. Là, ils sont forcés de reprendre leur carte s'ils veulent rentrer dans la chambre, ils reprennent leur carte, la consommation énergétique de la chambre s'arrête. Les commandes d'éclairage, le principe c'est d'allumer les zones qui sont occupées ou qui ont vraiment besoin de lumière dans l'hôtel. Voilà, donc vous éclairez qu'en fonction de vos besoins et en fonction de l'occupation. Il faut savoir que le coût d'un capteur d'occupation, ça peut varier de 75 € à 125 € et que ça a un retour sur investissement présumé de 1 à 8 ans. Donc c'est pas énorme. Les commandes, contrôle du temps, capteur de présence, cellule photoélectrique, carte clé. Donc ça vous permet de mieux gérer votre énergie de façon automatisée. Vous n'avez pas besoin d'être toujours là derrière à vérifier. Contrôle du temps, si vous allumez, vous programmez 3 minutes. Si vous allumez, 3 minutes après, c'est éteint. Voilà, capteur de présence, etc. Cellule photoélectrique étant pas mal aussi, c'est pour détecter la luminosité dans la pièce et voir si la luminosité naturelle, par exemple, est assez élevée pour ne pas avoir besoin d'allumer la lumière. Isolation thermique des chaudières, des réservoirs d'eau chaude sanitaire et des tuyaux.
ça vous permet, ça c'est souvent des mesures qui sont peu considérées au premier abord et qui peuvent permettre de vraiment économiser sur les déperditions dans les chaudières, les réservoirs d'eau chaude sanitaire, etc. Les pièces à isoler, les bains d'eau chaude, la chaudière, les tuyaux d'eau chaude, etc. Donc vous voyez, il y a plusieurs types d'isolation. L'équilibrage des systèmes de chauffage, de refroidissement et d'air climatisé. Ça, c'est souvent quelque chose également qui va vous permettre des économies importantes. Alors, l'équilibrage des systèmes, ça se fait en 2 points. Qualité environnementale intérieure optimale, confort thermique, qualité de l'intérieur pour tous les espaces, et bon fonctionnement énergétique des systèmes. Sans cet équilibrage, en fait, vous avez non seulement des pièces où vous allez avoir des fortes consommations énergétiques inutiles, et également un manque de confort. Donc, vous perdez sur ces 2 points-là. L'objectif de l'équilibrage, c'est de fournir des différences de pression qui assurent le flux de volume approprié à chaque vanne d'équilibrage. Donc voilà, tout l'intérêt de cet équilibrage, en fait, c'est de trouver un équilibre pour assurer donc les fonctions qui sont de qualité environnementale et de bon fonctionnement énergétique. La régulation du chauffage et du refroidissement des locaux, ça c'est quelque chose d'important. C'est par exemple des systèmes de contrôle autonome dans les chambres peuvent permettre d'économiser jusqu'à 20-30% de l'énergie sur le chauffage des locaux. Et on note qu'une économie de 10% d'énergie peut être obtenue pour chaque degré réduit du réglage du thermostat. Donc ça c'est très simple, il suffit juste, par exemple si vous êtes en hiver, de réduire d'1 à 2 degrés la température de chauffage. Par exemple s'il fait 10 degrés dehors, et si la température à l'intérieur vous le mettez à 30 degrés, bon, ça ne sera pas forcément confortable à l'intérieur, donc vous pouvez tout à fait réduire la température de régulation, ça va vous faire économiser un certain volume d'énergie et donc des économies financières derrière, puisque c'est des systèmes qui sont archi-énergivores, et ça améliore également le confort, parce que plus vous avez de différence entre l'intérieur et l'extérieur, d'une, ça va augmenter les déperditions thermiques, et de deux, ça va avoir des effets sur le confort. De même, je pense qu'on l'a tous expérimenté, quand il fait très chaud et qu'on entre dans une pièce surclimatisée à 16 degrés, on est souvent malade, etc. Ça, c'est lié à une mauvaise régulation des systèmes de chauffage. Donc ça peut être également automatisé. On n'est pas obligé de sensibiliser à l'utilisateur, on peut l'automatiser au niveau de l'hôtel pour que les températures de confort soient respectées, tout en laissant évidemment libre quand même un certain degré de liberté au client pour réguler la température si vraiment il a trop froid ou trop chaud avec la température optimale qu'on a choisie. Les systèmes de contrôle à température individuelle, vous avez des robinets de radiateurs thermostatiques qui vous permettent de contrôler donc la température. Les systèmes de contrôle automatique, les commandes d'occupation qui peuvent être utilisées pour isoler les chambres ou les chauffer automatiquement à une température acceptable lorsque les clients entrent ou quittent leur chambre. Donc voilà, donc ça vous permet de réguler la température en fonction du taux d'occupation. Si le client n'est pas là, c'est pas forcément nécessaire, sans couper totalement le chauffage, mais c'est pas forcément nécessaire de maintenir constamment la température à 24 degrés. Peut-être qu'on peut la maintenir à 20 degrés et quand il revient, elle remonte à 24. Dispositif automatique, etc. Mise en place d'une GTB qui peut être intéressant. Et les minuteurs qui sont tout à fait appropriés, surtout dans les salles communes, on va dire, réunions, salle à manger, où effectivement vous n'avez pas non plus besoin de maintenir tout le temps une température idéale. Si vous êtes dans des cuisines, dans les salles de réunion, spécifiquement si cette salle de réunion est utilisée une fois par jour, pendant 1 heure, vous n'avez pas besoin que la température soit constamment à 30 degrés. Vous pouvez mettre des thermostats programmables. Ou rafraîchissement libre, c'est-à-dire utiliser une méthode, on va dire économique, on utilise l'air extérieur pour aider à refroidir l'eau, qui peut être ensuite utilisée pour des systèmes de production industrielle ou de la climatisation. Rafraîchissement libre, voilà. On peut utiliser la chaleur perdue du refroidisseur, c'est-à-dire la chaleur extraite des espaces climatisés par des refroidisseurs est évacuée à l'extérieur. En installant un refroidisseur qui atteste cette option, la chaleur normalement perdue peut être utilisée pour le préchauffage ou le chauffage, par exemple de l'eau ou de l'air. Voilà, donc là je vous ai présenté un peu vraiment de façon succincte, même si le webinaire est un peu long, mais de façon succincte les différentes mesures d'économie d'énergie que vous pouvez mettre en place dans un hôtel. Évidemment, il est conseillé de faire appel quand même à un expert, à un audit pour évaluer vraiment les meilleures technologies à mettre en place.
Mais déjà, là, vous avez quelques indications qui peuvent déjà être mises en place, même sans faire forcément appel à un expert. Vous pouvez déjà avoir une idée du type de mesure que vous pouvez prendre, tout en sachant qu'il faut bien l'adapter par rapport à votre situation et par rapport à votre consommation réelle et votre consommation théorique par rapport à la situation de votre bâtiment. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter via ces deux adresses. Donc la deuxième qui est info@nese.eu, c'est l'adresse du projet, donc ça sera plutôt en anglais. Sinon, contactez-nous directement, puisque nous on est chargé du projet en France, à l'adresse contact@synergie2050.org. Vous pouvez visiter nos deux sites internet, celui du projet et celui de notre association, pour en savoir plus sur nos activités pour ce qui est de notre association, et sur le projet pour le site de nese.eu. Et voilà, et je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire, d'être resté jusqu'au bout, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.